Ouais, Sophie-Claude. Bonjour, Alexis Ouadja. Dans le troisième bloc de l'émission, on va recevoir Lara Kramer, qui est une artiste multidisciplinaire Ojikri. Oui, et puis en deuxième partie, on va avoir Charles Bender qui vient nous parler de ses nombreux projets, mais y compris la semaine, du théâtre, là, dans le fond, à Montréal. Oui, puis on va commencer avec Gilbert White Duck, ancien chef de Kitikon-Zibi. Je sais qu'il aide aussi beaucoup de gens à travers le centre Wanaki et il milite pour que la rivière Gatineau ait une personnalité juridique. Quoi, Gilbert? Quoi. Hey, c'est vraiment un honneur de te recevoir avec nous ici à l'émission. On te reçoit parce que tu es un militant pour qu'on donne à la rivière Gatineau une personnalité juridique. Est-ce que pour nos auditeurs là, qui ne sauraient pas qu'est-ce que ça veut dire une personnalité juridique pour une rivière, est-ce que tu pourrais nous mettre en contexte un peu de quoi il retourne? Bien, premièrement, c'est de savoir où est-ce que la rivière Gatineau se trouve. C'est une rivière qui coule dans la Kichisipi, la rivière de l'Outaouais, Okay. qui est dans le territoire non cédé des Algonquins Anishinaabe. Mais c'est une rivière qui est près de la communauté de Kitikon-Zibi, une rivière d'au-delà de 380 km de long, dans laquelle il y a eu beaucoup de changements dans l'histoire, avec les barrages, les colonisateurs qui ont tout voulu prendre en charge tout ça. Et puis, pour moi, c'est une rivière que je connais quand même. C'est une rivière, quand on se rend à Gatineau, Ottawa, on est juste à côté. Et puis, je sais que c'est une rivière que mes ancêtres, les ancêtres Anishinaabe algonquins utilisaient beaucoup, justement, au moment historique, pour contourner Montréal, pour se rendre à Trois-Rivières, à cause qu'il y avait la tribu Mohawk. Et puis, pour éviter les Mohawks, on remontait une rivière, puis c'était la Gatineau. Et puis, tout ce projet-là a débuté avec ce que j'ai vu sur la Côte-Nord, avec la Magpie, la reconnaissance avec Equanchit de personnes juridiques. Et puis, vraiment, c'était à la base, c'est que la rivière, l'eau, c'est quelque chose de sacré, que l'eau, la rivière a une voix. Une voix qui nous envoie un message, mais depuis des décennies qu'on n'écoute pas à la rivière. Puis qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, il y a un problème. Vous m'avez maltraité. Vous avez une responsabilité. Alors, une voix spirituelle qui nous parle. Alors, le but était, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger la rivière qui est remplie de barrages, qui est remplie de plein de choses. C'est sûr qu'on ne peut pas renverser qu'est-ce qui s'est déroulé l'an passé, mais on peut prendre des actions dans le moment pour s'assurer une meilleure protection, une meilleure préparation. Parce que là, on parle aussi de minières, de plein de choses qui se développent, les municipalités qui grandissent et tout ça, mais de faire, puis d'avoir des gardiens, si on peut les appeler comme ça, des gardiens de la rivière algonquin, Anishinaabe, qui vont pouvoir aller voir c'est quoi les problèmes, apporter des solutions. C'est pas une question de tout arrêter, mais plutôt de protéger l'eau, oui, protéger les espèces qui sont là, les espèces, les bordures de la rivière et tout ça, et de voir. Déjà, j'ai pris des actions avec des municipalités, un peu de parler de tout le monde pour voir s'il y avait un appui de la population non autochtone. Il y a beaucoup d'applications, beaucoup de sports, mais les gens, comme vous m'avez posé la question, les gens qui ne comprennent pas bien personne juridique. Personne juridique, c'est que c'est une personne morale. On dit toujours que les compagnies sont des personnes morales qui sont reconnues, mais on ne reconnaît pas l'environnement comme personne morale de la même façon. Mais c'est le temps qu'on le fasse. Et puis oui, on pourrait faire toutes les rivières, on pourrait faire toutes, mais là, j'ai mis mon accent, mon temps sur la rivière Gatineau, parce que, comme j'ai mentionné, elle coule tout près de notre communauté, a été utilisée historiquement, puis a été utilisée par plein de personnes. Et puis, moi, quand je me rends à Ottawa, puis on suit un peu le parcours de la rivière Gatineau, dans ma tête, je pense toujours à mes ancêtres. Puis quand je regarde la rivière, je pense parfois
au printemps, à l'été, à l'automne, je vois mes ancêtres dans un canot d'écorce qui descend ou qui remonte. Puis je me demande que ces gens-là qui l'ont utilisé, qu'est-ce que les autres pensaient allait arriver avec les rivières? Est-ce que la rivière allait toujours être protégée, toujours là pour les futures générations, ou est-ce que ça allait changer? Et puis, quel est mon rôle? Moi, je suis juste un Algonquin, un Anishinaabe. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux influencer? Je vais faire tout ce que je peux. Je vais prendre une action. Je préfère qu'on me critique pour avoir fait quelque chose au lieu de critiquer pour dire que tu n'as rien fait. Je vais l'éviter, mais c'est d'avoir cette personne juridique-là, c'est d'avoir une reconnaissance de cette rivière-là et de la façon qu'on va la protéger, même avec les barrages. On va vraiment, c'est le temps de mettre en place les mécanismes qui vont la protéger. C'est quoi le nom de la rivière Gatineau en Anishinaabe? Tenagdino. Qui veut dire? Bien, ça veut dire que l'eau qui coule là. C'est souvent, ça a été utilisé à partir de Sillard de Gatineau. C'est un mot qui ressemblait. Okay. Mais il y a eu plusieurs mots qui ont été utilisés, dépendant de quelle période qui l'utilisait, quelle famille, parce que comme vous savez, on était des familles, on était des clans qui vivaient dans le territoire. On n'était pas dans une grande famille comme on voit avec les Iroquois, on était des clans avec des territoires spécifiques et puis on utilisait la rivière Gatineau pour se rendre dans nos territoires. Mais c'est sûr que ce n'était pas la seule rivière. On peut parler au Québec, l'est du Québec, ou l'ouest du Québec, l'est de l'Ontario plutôt, la Dumoine, la Coulonge, la Rousse, la Wabousse, toutes des rivières qui étaient sur lesquelles il y avait des nations. Justement, quand on parle de l'histoire, Samuel de Champlain qui remonte la rivière en 1613 avec ses guides, ses guides autochtones qui avaient Anishinaabe, Innu et autres, parle justement, il ne remonte pas la rivière Gatineau, mais il va dire qu'il y a un peuple qui vit au nord de Mississippi, de la rivière de l'Outaouais, comme il a dit pour la Lièvre, la Dumoine, il le mentionne, il écrit dans ses écritures, dans ses journaux, il en parle qu'on est là, qu'on est toujours là, qu'on est toujours vivant, qu'on est toujours dans le territoire. Alors, ça vient quand même, pas qu'on avait besoin, mais ça vient confirmer l'importance de l'utilisation des rivières comme moyen de transport, de moyen de vivre aussi. Et puis, quand je regarde à la rivière aussi, je sais que la rivière était un lieu où il y a eu des décès. Les gens qui remontaient ou descendaient à la rivière, il y a eu des personnes qui sont nées près de la rivière, qui sont décédées, qui sont enterrées près de la rivière. Il y a plein de choses comme ça dans lesquelles on est rattaché. Et puis justement, présentement, avec de l'aide avec certains organismes comme Sierra Club et d'autres organismes pour voir si on peut avoir de l'appui. Puis on a l'appui au niveau tranquillement international pour de l'aide. Et puis même, là, je m'apprête pour voir s'il y a du financement qui va nous permettre vraiment de bien analyser les 380 kilomètres à peu près de la rivière pour voir quelles sont les problématiques, qu'est-ce qu'on peut recommander pendant qu'on s'en va vers quelque chose d'une reconnaissance que j'ose espérer. Pas que je m'attends que ça va être facile avec le Québec tant que ça, et puis le Canada, l'appui du Canada, mais que le Québec vienne reconnaître l'importance de l'eau, de nos rivières, de nos ébis, nos rivières qui sont sacrées. Puis je reviens toujours que la rivière a une voix. Puis il faut l'entendre, cette voix-là. Puis c'est le temps de l'entendre. C'est un peu une rivière qui nous crie, qui nous écrit, qui est en train de pleurer, qui est en train de nous dire, puis on l'avait oublié. Mais là, on se réveille pas seulement Algonquins, pas seulement les Algonquins Anishinaabe, mais aussi beaucoup des non-autochtones qui voient que le développement a un impact négatif, qui va avoir un impact à long terme sur les populations, sur les jeunes qui ne sont même pas nés. Ils le voient, mais de là d'avoir le pouvoir d'influencer.
ils ont le pouvoir d'influencer par l'intermédiaire des élections, d'élire des députés fédéraux, provinciaux qui vont bien représenter la protection. Là, je parle de la Gatineau, mais en fin de compte, du territoire. Ça, ils ont une responsabilité aussi. Mais je pense que depuis un an et demi, il y a un réveil. Je ressens un réveil. Certainement, des centaines de personnes avec lesquelles j'ai parlé, c'est un réveil. Ça revient à la protection. Une protection, ça ne veut pas dire que c'est fermé à clé. Ça veut dire on la protège, on regarde, on évalue, on travaille ensemble et puis on pense toujours qu'il faut que la rivière soit la plus propre que possible, qu'elle soit toujours là. Et puis le développement, il faut que ça se fasse parce qu'il va y avoir du développement d'une façon qui va continuer à protéger et d'écouter la rivière. Parce qu'on veut que ça soit fait en harmonie, dans le fond, au lieu de faire ça plutôt au début de l'industrialisation, où est-ce qu'on ne considérait pas vraiment l'environnement puis le rythme de vie des Autochtones, certainement, dans ces développements-là. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, parce que, comme vous savez, la colonisation nous a beaucoup pris. La colonisation, la façon que les gouvernements britanniques en particulier, mais les Français, toute cette histoire-là, ont pris nos territoires sans venir reconnaître. Comme vous savez, on n'a pas de traité, on n'a pas fait d'entente. Le territoire, on est toujours gardien du territoire. Mais ça a été un peu que les gouvernements ont juste pris, puis là, il faut toujours qu'on prouve quelque chose. Il faut toujours qu'on demande autrement que c'est notre territoire. Bien, c'est notre territoire, point final. Mais c'est aussi important. La réalité, c'est que les municipalités qui sont là, les gens qui vivent là, il faut qu'on trouve des façons qui deviennent nos alliés aussi. Oui, Parce que c'est pas de commencer une guerre, mais un allié avec une raison qui est la protection de l'environnement, la protection de l'eau, qu'en tant qu'Autochtone, en tant que Première Nation, en fin de compte, que c'est sacré. L'eau est sacrée. Et de là, notre responsabilité de la protéger du mieux qu'on peut, avec les outils qu'on peut. Et puis, c'est un peu ça mon espoir, mon but. Je ne sais pas si je vais arriver, mais au moins, j'aurais commencé le fait que les gens ont cette réflexion-là, qui veulent la poursuivre. Puis, vous sentez qu'il y a une plus grande ouverture par rapport aux non-autochtones pour la protection, oui. C'est ça? Oui, il y a un éveillement. Dans les présentations que je fais, moi, je suis direct avec les gens. Je suis direct avec l'histoire qu'on m'a donnée, que les aînés m'ont donnée, qui m'ont partagé du territoire, mais plus important, comment, en tant qu'Anishinaabe, on fait partie du territoire. On fait partie du territoire. Que ce territoire-là est en vie. Il y a un esprit qui coule du territoire. Et puis, c'est à nous de se connecter à cet esprit-là pour être en meilleure santé, pour être mieux connectés. Puis, je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Ils voient ça comme étant quelque chose c'est flyé de mettre de côté. Mais moi, tous les enseignements que j'ai eus, traditionnels, ancestrales et tout ça, me dit non, c'est tellement plus que ça. Puis, dans le travail que j'ai fait dans un centre de thérapie, vous savez, quand on voit des gens qui se connectent à leur identité, quand ils se connectent au territoire d'une façon ou une autre, d'où est-ce qu'ils vivent, ils peuvent être sur la côte nord, ils peuvent être dans le nord, ils peuvent être à l'est du Québec. Quand ils se connectent à ça, là, puis ils ont eu des difficultés de dépendance, de substances et autres. Ben oui, parce que vous travaillez Gilbert, tu travailles dans le domaine de la dépendance aussi. Malheureusement, oui. C'est la fin de notre entrevue. C'était vraiment passionnant. On en aurait plus. Puis en plus, je sais que tu fais beaucoup de bien à beaucoup de personnes à travers le centre de traitement Wanaki. J'ai entendu parler de toi, comment tu aidais les gens par des personnes qui sont en traitement avec toi. Tu es président du CA de la Société historique de la vallée de la Gatineau. Tu es l'aîné en résidence à la section de droit civil à l'Université Laval. En plus d'avoir déjà été chef, détenteur d'un baccalauréat en éducation, on a eu tellement de choses à discuter avec toi. Il va falloir te réinviter. Oui, il va falloir faire un suivi de tout ça. C'est vraiment tellement intéressant et tellement important.
Kichi Miigwech, Gilbert. Miigwech pour l'opportunité. Miigwech. Miigwech, à bientôt. À bientôt. Alors, c'était le chant de gorge de Scylla, mêlé avec Rise Ashen, le DJ, qui nous performait la chanson Anirnik. On est en entrevue avec Charles Bender, comédien, metteur en scène, traducteur, président de CA, animateur. Est-ce qu'on manque, Charles, est-ce que j'oublie quelque chose? Parent. Je dois en oublier, parent. Hey, je le sais pas. Et on n'a comme pas le choix dans ce milieu-là d'avoir plusieurs cordes à son arc, sans mauvais jeu de mots. Quoi, Alexis? Quoi, Sophie-Claude? Ouais. Quoi. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Beaucoup de projets sur la table. Oui. Vraiment très occupé avec la semaine de la dramaturgie autochtone au Théâtre de la Licorne qui va se dérouler du 29 janvier au 3 février. C'est une première, ça, Charles? Oui, c'est une première. Puis là, je viens d'avoir un petit sursaut d'angoisse parce que c'est vrai, ça ouvre lundi. Là. C'est là que ça se passe. Là. Mais oui, c'est un super beau projet. J'étais vraiment très content que Philippe m'approche avec ça, que le directeur artistique de la Licorne m'approche avec ce projet-là. Parce que ça faisait plusieurs années, je me disais, il faudrait vraiment qu'on soit capable de diffuser plus les textes qui existent déjà dans la dramaturgie autochtone canadienne. Faire réaliser aux gens à quel point c'est une dramaturgie foisonnante, à quel point c'est une dramaturgie riche, à quel point c'est une dramaturgie qui est variée aussi.
Il y a tellement de thèmes qui sont abordés, différents styles, différentes approches, autant en création que quand on lit les textes, que je me disais, ce serait vraiment intéressant de rendre ça plus accessible. Et quand Philippe m'a approché, parce que déjà la Licorne faisait des traductions de textes irlandais ou écossais, il avait tenu des événements spéciaux autour de ça, il s'est dit, pourquoi pas quelque chose autour de la dramaturgie autochtone anglophone. J'ai dit, voilà la chance, ça va être extraordinaire. Et puis, ça a été un long travail parce qu'il y en a beaucoup des pièces dans le cursus, dans le canon autochtone anglophone. Il y en a beaucoup. Est-ce que pour le choix des pièces que tu fais, est-ce que tu choisis une certaine époque ou est-ce que tu t'amuses à aller parmi les différentes époques de création? Parce que quand même, là, il y a quand même toute une bibliothèque, là, si on peut dire. Oui, on est allé pas mal au feeling, en fait, parce qu'il y a un des textes qu'on fait, qui va être le premier texte à être lu, c'est Women of the Fur Trade, les femmes de la traite des fourrures, qui est un texte de Frances Kuncan, qui est un très, très nouveau texte. Je pense qu'il est sorti il y a peut-être 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Puis sa première production était au Festival Stratford dans la dernière saison. Et là, en ce moment, il est joué au Centre national des arts à Ottawa. Et ce sera la première fois que le texte, bien sûr, sera lu en français. Ce sera le 29 janvier à 19h, lundi 29 janvier à 19h. C'est ça c'est la lecture du 29 janvier. Le 30, on a Thunderstick, qui est un auteur. Ça, c'est un texte un petit peu plus vieux, mais je te dirais début 2000. Et c'est vraiment un texte très, très drôle. Puis ce qui est le fun avec ce texte-là, c'est que c'est l'histoire de 2 journalistes. Et puis, les journalistes sont autochtones, mais c'est pas ça qui drive l'histoire, si tu veux. Vraiment, c'est l'histoire de 2 journalistes qui sont à la recherche du scoop de leur carrière. Il y a plein d'affaires loufoques qui leur arrivent. Ils partent en road trip dans le parc de la Vérandrie. C'est très, 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 très drôle. Et il y a mention du fait qu'ils sont autochtones. À un moment donné, ils se perdent dans le bois puis ils sont quand même, on fait dur. Hein? On est supposé être autochtone puis on n'est pas capable de survivre dans le bois. Mais tu sais, c'est un clown blanc, clown rouge classique. Très bien écrit, très, très bien ficelé par Kenneth T. Williams, qui est un auteur qui, entre autres, a écrit Café Daughter. Il a écrit plusieurs pièces de théâtre. Moi, j'avais rencontré en travaillant sur le Wild West Show de Gabriel Dumont. Alors ça va être une autre très, très belle lecture. Mise en lecture par Marie-Josée Bastien, ma cousine. Fait que je suis bien, bien content. J'ai hâte d'avoir. Ça pique la curiosité. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va arriver à ces journalistes-là. Oui, c'est vraiment très drôle. Les journalistes vont sûrement bien apprécier. Il y a plein de jokes de journalistes dans le show. Almighty Voice and His Wife, qui se souviendra d'elle en français, le 31 janvier? C'est ça. Puis ça, vraiment, c'est mon texte à moi qui est coup de cœur. Ça faisait des années que je pensais à ce texte-là. Je me souviens, ça c'est niaiseux pour l'anecdote, j'étais tombé sur ce texte-là, je l'avais vu en production à Montréal, mon Dieu, début des années 2000, il y a bien longtemps, dans une petite salle. Et puis, j'avais tellement été soufflé par le texte, j'avais tellement été épaté par l'affaire. Je suis sorti de là, j'étais chambranlant, j'étais comme, voyons donc, qu'est-ce que je viens de voir. Et tout de suite, j'avais acheté le texte, puis j'avais commencé à lire. J'ai dit, forcément, je le traduise un jour. Et je me suis vite rendu compte que le texte était à peu près intraduisible. Mais ça, je l'ai oublié quand j'en ai parlé avec Philippe. Fait que j'ai dit, on devrait faire ça, je vais le traduire. Et là, je l'ai rouvert, puis j'ai fait, ah non, c'est vrai. Il est bien trop difficile à traduire. Je l'ai fait quand même. Et c'est un texte phénoménal où est-ce que, dans la première partie, on raconte en quelque sorte l'histoire de Almighty Voice, qui est un personnage historique. C'est un homme de la Saskatchewan qui venait de la réserve de One Arrow, qui a été le sujet de la plus grande chasse à l'homme au Canada, dans l'histoire du Canada. Il avait tué une vache, fait que pendant 9 mois, la police montée y a couru après, puis ça a fini par une armée de miliciens, de police montée et de fermiers des environs qui ont tué Almighty Voice puis 2 de ses chums dans un petit boisé à coups de canon de 7. Que la démesure n'est certainement pas canadienne, n'est-ce pas? Non. Et puis c'est ça, on suit Almighty Voice en cavale avec sa femme. Donc l'histoire est en partie racontée à travers le regard de sa femme qui doit partir qui doit fuir avec lui. Et on termine avec la mort. Le premier acte termine avec la mort de Almighty Voice. C'est le deuxième acte, et c'est là qu'on déchire. Tout d'un coup, Almighty Voice se retrouve dans les limbes, se retrouve dans un lieu qui est pas vraiment défini. Et il doit jouer dans un spectacle de ménestrel qui en fait
déconstruit la colonisation canadienne à travers un show de ménestrel. Et pour ceux qui connaissent les shows de ménestrel, c'était des shows qui étaient faits aux États-Unis à la fin du 18e siècle. Comme Buffalo Bill? 19e siècle. Non, c'est pire que Buffalo Bill. Eux autres, ils se moquaient des Noirs des plantations. C'était des shows racistes qui étaient faits en blackface. Il y avait le kit. Et c'est des jokes de Noirs là, tout le long. Là. C'est hyper raciste. Dans ce cas-ci, nos deux personnages sont en whiteface. Parce que en fait, il y a un interlocuteur qui est là, qui est comme le maître de cérémonie de ce qui va se dérouler et qui force Almighty Voice à jouer dans un spectacle où éventuellement il va avoir à jouer sa propre mort. Et lui, il fait tout pour essayer d'éviter ça et réalise que l'interlocuteur est quelqu'un qu'il connaît. Mais vous viendrez voir le show pour savoir de quoi il en retourne. Et il y a tout de suite un trigger warning qui arrive avec ça parce que c'est le show de ménestrel, à cause de ses codes, à cause de comment c'est construit un show de ménestrel, il y a énormément de références racistes et c'était l'intention de l'auteur. Là. C'était l'intention de l'auteur de choquer et de brasser, mais il y a une intention derrière, évidemment. L'idée n'est pas juste de choquer pour choquer, l'idée est de déconstruire la vision du colonialisme canadien à travers cet événement catharsique-là. Donc, c'était pas facile de choisir ces trois textes-là. Les trois textes sont excellents. Women of the Fur Trade, c'est de l'humour très, très absurde. On parle de l'histoire juste post-rébellion de la Rivière-Rouge, mais il y a énormément d'anachronismes là-dedans. C'est trois femmes qui discutent de leur amour des hommes. Ça passe pas le Bechdel test que ça s'appelle. Les trois femmes se définissent à travers les hommes, mais c'est un show féministe. Alors, on s'entend que la situation est retournée, là. L'idée est vraiment de déconstruire le fait que les femmes de cette époque-là ne pouvaient que se définir par les hommes. Et c'est très drôle. C'est rigolo. C'est absurde, ça change constamment de ton, c'est vraiment jouissif et c'est mis en lecture par Jean-Frédéric Messier. Et ça a été traduit par Jean-Frédéric Messier aussi. En une minute, avant qu'on prenne une petite pause, Charles, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi que ça amène, puis c'est où on est rendu pour que le Théâtre de la Licorne fasse une semaine de la dramaturgie autochtone? Est-ce que tu penses que ça démontre quelque chose? Oui, ça démontre clairement quelque chose. Il y a un intérêt marqué et réel pour les voix autochtones. Et ça, je dirais à tous les niveaux. C'est pas tout le monde, on s'entend. Il y a encore énormément de travail à faire, mais il y a beaucoup d'institutions. En tout cas, moi, dans mon milieu, je sens qu'il y a énormément d'institutions, il y a énormément de théâtres qui veulent être des alliés dans cette place-là et qui vont dire « Je vous laisse la place. Je te passe le micro. Vas-y, on écoute. » Et c'est exactement le feeling que j'ai à la Licorne avec la gang avec qui on se retrouve pour faire ça. On est avec Charles Bender. On te revient dans quelques instants. Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller. On est de retour avec Charles Bender. Allô? Comédien, metteur en scène, traducteur, animateur, multi-chapeauiste. Membre de la Nation Wendat. Oui, membre de la Nation Wendat aussi. Très rapidement, là, on voulait aussi te parler de deux autres sujets qui te tiennent sûrement à cœur. La 18e édition du Festival Transamérique qui va avoir lieu bientôt, en juin. Oui, ça s'en vient, là. En fait, ça commence le 22 mai, hein? Ça commence le 22 mai. Puis nous autres, on a un atelier, ma compagnie, Production Ménouan-Tagouane, tient un atelier immersif pendant le festival du 24 au 30 mai qui s'appelle Ega Shakwalem. Je pense qu'on va en parler, ça, dans quelques minutes. Mais oui, le Festival Transamérique, il faut garder les yeux ouverts pour tous les fans d'art vivant, tous les gens qui adorent l'audace qu'on peut se permettre sur scène. C'est vraiment le festival à voir. J'ai rejoint leur conseil d'administration l'année dernière à grand plaisir. Déjà que j'en fais beaucoup des conseils d'administration, je m'étais dit j'en prends pas d'autres, mais quand le FTA m'a dit « Ah, ça serait vraiment le fun que tu viennes nous rejoindre », j'ai pas pu dire non. Il fallait que je saute sur l'occasion. Parce que, faut le dire, moi puis toi, Charles, on est sur le CA. Tu es président du CA du festival Présence autochtone, donc Terre en vue, de l'organisme Terre en vue. Et on n'en a jamais parlé à notre émission. Il va falloir qu'on t'invite, Charles, avant la fin de la saison pour que tu viennes nous parler de ce festival-là qui est très important aussi.
qui est énormément important. Moi, ça fait plusieurs années que je suis sur le conseil d'administration de Terres en Vue. C'est un festival qui me tient à cœur. C'est un festival qui prend de l'ampleur d'année en année, qui devient de plus en plus important. On sent que les gens sont intéressés par ce qu'il y a à être dit dans ce festival-là. Ça commence, à la base, c'est un festival de films, mais l'offre du festival s'étale sur la place des festivals au centre-ville. Il y a tellement de choses à voir et à faire. Il y a des spectacles de musique à tous les soirs. Là, de plus en plus, on commence à rentrer dans les nouveaux médias puis dans l'immersif, dans la salle de l'ONF. Évidemment, il y a des artistes, des artisans, il y a des démonstrations de danse traditionnelle et des artistes plus contemporains. Il y a une rampe de skateboard depuis quelques années pour faire venir les jeunes, qui est tenue par des champions de skateboard autochtones. En tout cas, écoute, garde-en un peu dans ta besace. Il va falloir que tu reviennes nous en parler. Mais tu voulais nous parler de la pièce Alter Indien. Est-ce que c'est de cette pièce-là? Oui, parce que c'est ça va être en présentation au Théâtre Cercle Molière du 9 au 20 janvier. C'est ça, c'est déjà passé. On vient juste de revenir de Winnipeg. On était là-bas pour les représentations de Alter Indien. Là, les prochaines dates, c'est à Saskatoon. On va être à Saskatoon. Je pense que c'est le 8, 9 et 10 février qu'on va être à Saskatoon. Après ça, on s'en va. Là, faut que je regarde mon calendrier parce que là, je m'en souviens jamais par cœur. Moi, j'embarque dans une vanne puis on m'emmène là où il faut que j'embarque. C'est ça. Tout en traduisant des textes sur la route puis en répondant à des appels de CA, c'est ça? C'est pas mal ça. Ça ressemble pas mal à ça. Mais tu vois, on va être après ça, on va être au Saguenay toute la fin du mois de février. J'ai pas les endroits exacts sous les yeux, mais on va passer par Alma. Je pense qu'on passe à Chicoutimi. On peut vérifier. Oui. Dans le fond, les dates vont être annoncées sur votre site, sur les productions Menuetagon. Oui, absolument. Mm-hmm. On est oui, ça va être annoncé sur le site. Suivez aussi les maisons de la culture dans votre région ou les lieux de diffusion dans votre région. Mm-hmm. Ensuite, on va passer... on s'en va à la Catapulte à Ottawa du 12 au 17 mars. Et puis après ça, on va aller faire un tour dans les provinces atlantiques. On s'en va au Nouveau-Brunswick, on s'en va à Caraquet et à Moncton présenter le spectacle. Puis c'est bien le fun, la réception est excellente. J'ai eu la chance d'avoir cette pièce-là, oui. Ouais. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à voir cette pièce-là. Il y a beaucoup de points qui ressemblaient à des plans de ma vie pour avoir été végétarienne pendant quelques années. Pas vegan, là, mais végétarienne. Donc, il y avait ce débat moral que j'ai eu moi-même. C'est un texte de Drew Hayden Taylor, donc ça a été traduit aussi. La mise en scène est par Xavier Huard, ton collaborateur de plusieurs années aux productions Menuetagon. Oui. Puis la distribution aussi, il y a Xavier Oizo, Nadia Verouti, Leslie Velasquez, Étienne Thibault et Nathalie Tanous. Et puis les costumes aussi sont par Meki Ottawa. C'est vraiment... cette pièce-là, dans le fond, pour le choix des acteurs, il y a des acteurs autochtones et non autochtones. C'est que dans la pièce, il y a des personnages autochtones et non autochtones, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, on sait, la manière qu'on approche nos productions en production Menuetagon, c'est qu'on veut toujours avoir la même quantité d'acteurs ou d'actrices autochtones dans le show qu'il y a de personnages autochtones, mais on ne forcera pas les Autochtones à jouer des Autochtones. Ça veut dire que ça se peut qu'on fasse des switches de temps à autre. On aime ça quand les gens marchent dans nos pas aussi. Dans ce cas-ci, le personnage d'Yvonne est joué par Leslie Velasquez, qui est mexicaine et qui est de descendance mixte. Mais une des raisons pour laquelle c'était vraiment intéressant d'avoir une actrice mexicaine pour jouer le rôle d'Yvonne, qui en fait une Anishinaabe, c'est qu'on mentionne le requerimiento dans le spectacle, qui est un texte qui est utilisé par les Espagnols pour justifier la conquête à l'époque. Et puis, c'était très intéressant de pouvoir entendre Leslie Velasquez expliquer le requerimiento à travers la voix d'un personnage Anishinaabe du nord du Canada. Fait qu'on est bien méta dans notre manière d'approcher ces affaires-là. Fait que c'était bien le fun à faire. Puis, c'est un spectacle qui est extraordinairement bien reçu. Les gens sont choqués, les gens sont bouleversés, mais c'est très drôle. L'humour permet de huiler beaucoup de messages qui sont passés à travers la pièce et je pense pour ça qu'on a autant de succès avec. Ben Charles Bender, je pense que ça fait pas mal le tour des sujets dont on voulait discuter avec toi. Faut que je plug Ekash Aqualem. Faut juste que je vous dise que Ekash Aqualem, qui est le programme qu'on fait avec le FTA, les inscriptions sont encore ouvertes. On invite les gens à venir s'inscrire. Ils peuvent aller sur le site du FTA. C'est quoi ce programme-là?
C'est un programme d'immersion aux arts vivants pour les jeunes autochtones de 18 à 30 ans. Puis ce qu'on fait, c'est que pendant une semaine, on vit tout ce que le festival a à offrir. On fait des cours de danse, des cours de théâtre. On va voir du théâtre, on va rencontrer des intervenants dans le théâtre. Et ça s'adresse pas seulement aux gens qui veulent devenir artistes, ça s'adresse aussi aux gens qui s'intéressent aux arts vivants, mais sans nécessairement vouloir monter sur scène, parce qu'on rencontre aussi des concepteurs, on rencontre aussi des gens qui sont dans les bureaux, des gens qui font du développement de public, des gens qui font de la médiation. Fait que si tu t'intéresses aux arts vivants, même si tu t'es mis dans la tête que tu allais devenir comptable un jour, ben on a besoin de comptables en arts vivants. Fait que viens faire un tour chez nous, viens voir toute l'excitation qu'on peut vivre dans ce milieu-là, puis tu viendras travailler avec nous. Est-ce que c'est la première fois que ça existe, ce programme-là? C'est la 4e année, c'est notre Puis, 4e édition. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont passés par là qui ont eu des rôles après ça ou qui ont travaillé dans le domaine culturel? Ben en fait, c'est ça qui est le fun, c'est que non, il n'y a pas de jeunes encore qui ont eu des rôles, mais il y a eu des jeunes dans toutes les cohortes qui sont revenus travailler ou bien pour le FTA ou qui sont placés dans des milieux culturels, différents milieux culturels, qui étaient en recherche, tu sais, qui étaient en questionnement, genre, c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie, c'est vraiment là que je m'en vais. Ils viennent faire l'atelier puis ils sont comme oh my God, puis ils rencontrent des gens, ils font du réseautage, puis ils finissent par faire quelque chose dans le milieu des arts vivants, mais sans nécessairement monter sur scène. Ceci dit, il n'y a rien qui exclut parce que là, en ce moment, il y a une des participantes de l'année dernière qui participe à un atelier de création avec Ondunoc, mais qui travaille aussi dans les bureaux d'FTA, qui va être notre accompagnatrice cette année pour Yakashakawalem. Jeanne, on est bien fiers d'elle. Hey Charles, il va falloir te trouver un nom à Wendat, celui qui porte plusieurs chapeaux en culture. Tiawek. Tiawek, merci beaucoup, Charles. Tiawek Kina, merci d'avoir reçu à l'émission. Au revoir. Bye. Alors, on poursuit en pause musicale. On va écouter DJ Shub, Killa Soundboy et Boogats avec War Club. El silencio pertenece a quien lo rompa, pompo, rompe. El silencio pertenece a quien lo rompa, rompe. Rompo por rompo por rompe. Rompo por rompo por rompom. Rompo por rompo por rompe. Rompom pom pom. La rompes, la pagas. Lo haces, lo gozas. La amas, la cuidas. Lo siembras, cosechas. Arriégalo, prepáralo, voltéalo, desacórralo, arriégalo, prepáralo, voltéalo, desacórralo, arriégalo, prepáralo, voltéalo, desacórralo, cántalo, zapatéalo. Killa Soundboy, no. Desacórralo, cántalo, zapatéalo. Killa Soundboy, no.
silencio pertenece a quien lo rompe. Rompo por rompo por rompe. Rompo por rompo por rompom. Rompo por rompo por rompe. Rompom pom pom. Alors, on écoutait DJ Shub, Killa Soundboy et Boogat avec War Club. Nous continuons avec Lara Kramer. Lara est une interprète, chorégraphe et artiste multidisciplinaire d'origine Ojibwe et d'origine de colonialiste aussi, moitié blanche, on pourrait dire. Elle a grandi à London, en Ontario, et elle travaille à Tiohtià:ke, Montréal, Montréal. Kwei. Hi, Lara. Allô, bonjour, ça va bien? Oui. Oui, ça va très bien. Toi-même. Ça va bien, toi? Oui, merci beaucoup. Ça va. Alors, aujourd'hui, on reçoit Lara, pour parler de Soi Indigo et Them Voices, qui va être présenté au Théâtre Espace Libre du 8 au 10 février. Donc, est-ce que vous voulez nous parler un peu plus de ces deux pièces-là, qui, dans le fond, se trouvent à être plus de la danse, du théâtre? Mm-hmm. Oui, mais les deux pièces sont c'est des pièces de danse contemporaine et performance. Windigo, le premier, c'est dans 2018 au Festival Transmarique, et puis Them Voices, c'est un peu plus nouveau, c'est encore avec le Festival FTA dans 2022. Oui. Wendigo, dans la mythologie Anishinaabe puis Ojibwe aussi, j'imagine, c'est une espèce de monstre qui... c'est un peu la version du Bonhomme 7 heures. On racontait ça aux enfants, l'histoire de Wendigo pour qu'ils behave, pour qu'ils écoutent. C'est quoi le lien entre le festival Wendigo puis le conte ou l'histoire de Wendigo? Oui, mais pour moi, quand j'ai commencé le travail de Windigo, j'ai curieux de pousser un peu plus dans la notion de la contemporaine version de Windigo. Okay. Pour moi, c'est plus le lien de capitalisme, le destruction sur la terre. Puis, pour moi, c'est quelque chose qui est visible dans nos mondes, nos vies, et ça a continué aujourd'hui. Donc, le capitalisme puis l'industrialisation seraient des effets plutôt négatifs par rapport aux Autochtones, ou est-ce que ça affecte notre rythme de vie plutôt traditionnel? C'est un peu ça? Oui, c'est ça. Oui. Et puis, il y a une ligne entre la terre et nos corps. Ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans le travail. C'est l'interconnexion avec tout ce qui est animé, et la terre, le corps, puis aussi le matériel. Puis on voit juste, la relation, la transformation. Puis il y a des choses symboliques qui, je pense, ça demande de la public à avoir le réflexion entre nos choix de capitalisme, les choix de... Comment on dépense notre argent, là, finalement. Oui. Et pour la pièce Them Voices, celle que vous dites que justement qui est plus... qui est un peu plus récente, celle-là, c'est encore la relation, dans le fond, avec le corps, la terre, l'artiste. Est-ce que vous nous en donnez un peu plus? Nous en parler un peu plus? Oui. En fait, avec Them Voices, c'est moi qui est c'est moi qui performe dans la pièce. Puis, je suis vraiment en connexion avec les voix de mon lignage, we say our ancestors. Puis aussi, ça vraiment aussi occuper un espace qui, je pense beaucoup avec la prospérité de la future, les relèves qui viennent.
encore, c'est vraiment aussi basé, connecté avec la Terre, mais aussi dans le mémoire et les mémoires de la future. Le mémoire du futur. Ah, c'est vraiment c'est intéressant, ça. Oui, parce que pour moi, c'est quelque chose en faire. C'est comme nous avoir l'impact de aussi avoir les connexions avec nos mémoires de futur. C'est comme on écrit à ce moment avec nos actions, nos intentions, tout ça. C'est une rétrospective à l'Espace Libre du 8 au 10 février, donc une rétrospective de votre œuvre. Est-ce qu'il y a du travail qui se fait en ce moment pour le futur? Quels sont les projets de Lara Kramer en ce moment? Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être des petites... Oui, à ce moment, j'ai commencé avec les collaborations avec... à ce moment, c'est avec une femme autochtone et on travaille ensemble sur une collaboration qui va venir plus tôt. Puis j'ai continué de faire le research avec mon travail, mon chemin d'artistique. Il y a des choses qui vont venir dans quelques années. Mais oui, pour moi, c'est vraiment des connexions encore avec mes histoires, qui sont en ligne avec mon culture Anishinaabe, puis les collaborations avec les autres artistes autochtones. Puis, dans la danse, dites-moi, Lara, vous êtes une interprète, une chorégraphe aussi. Dans la danse, parce qu'on sait que souvent, habituellement, quand on parle de danse autochtone, on va penser tout de suite au powwow. La danse contemporaine, c'est les dernières années, d'ailleurs, avec votre travail, mais je pense aussi au travail de Barbara Daibo qui mélange les traditions avec la danse contemporaine. Pour vous, est-ce que vous allez danser dans les powwows? Est-ce que vous assistez à des powwows? Est-ce qu'il y a une inspiration de ces danses traditionnelles-là? Ou si la danse contemporaine est un univers complètement différent? Mais pour moi, je n'ai pas à voir des histoires avec beaucoup de powwows comme danseur. C'est quelque chose qui vient dans ma vie. Mais je vois beaucoup quand je suis enfant. Puis la danse traditionnelle de powwow, c'est quelque chose à mes enfants font, ma mère fait. Puis moi, ça venir un peu, mais mon histoire, c'est vraiment la danse contemporaine. Et puis pour moi, c'est la chose qui est intéressante avec ça, c'est la relation avec le corps. Pour moi, j'ai how would I say? You can say it in English and I can translate after. Sure. The importance for me and the freedom inside contemporary dance is I'm working with, like instead of these codes of movements that are stylized in contemporary dance, I'm trying to push more of this authentic movement in my work. Donc, qui venir vraiment de nos instincts, nos réactions. Je vais juste traduire ce que vous aviez dit avant, dans le fond. Donc, l'importance, dans le fond, c'est dans la danse contemporaine, c'est qu'il y a certains codes de mouvement, mais Lara s'inspire vraiment aussi du style plus authentique. Oui, mais je cherche toujours des mots authentiques dans l'accord, dans l'expression. Puis, c'est vraiment personnel de l'histoire. Like the storytelling I am doing. So it feels, il y a un ouvert d'être vraiment précis dans les petites nuances de l'histoire. Puis des mouvements. Lara Kramer, c'était un plaisir de vous avoir. On va pouvoir... oui, on va pouvoir voir soit Wendigo et Dem Voices au Théâtre d'Espace Libre du 8 au 10 février. Et on vous remercie beaucoup, puis on va continuer à suivre vos projets, Lara. Merci beaucoup. Thank you. C'est plaisir. Miigwech.
Une grande nomination aux Oscars. Oui, parce que là, on sait que Lily Gladstone, pour son rôle de Killers of the Flower Moon, avait remporté un Golden Globe. Ben qui oui, est souvent une première. Une première, qui est souvent une prémisse d'ailleurs. Les gagnants, là, on les surveille après pour les Oscars. Donc là, ça serait vraiment la première femme autochtone à être nommée comme meilleure actrice pour un Oscar dans ce rôle-là. Par contre, j'ai vu que Lily avait mentionné sur les réseaux sociaux que ce serait peut-être la deuxième suite à Well Rider il y a plusieurs années, au début des années 2000. C'est une jeune fille australienne et en tout cas, c'est Aborigène? Oui, aborigène. Okay. Donc, ça, il faudrait vérifier, mais certainement que ça va retenir notre attention et c'est très inspirant pour plusieurs générations. Non-respect des droits des Premières Nations, la PNQL dénonce la décision de la Commission sur le nucléaire canadien relativement au projet de déchets nucléaires à Chalk River. Oui, c'est vraiment la gestion des déchets nucléaires qui est mise en cause. Donc, vraiment, c'est le fait que l'APNQL... La PNQL, qu'on rappelle, est l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, dénonce vraiment la décision de la CCSN. Oui, c'est la Commission sur l'énergie. Ou la Commission canadienne en sécurité nucléaire. Donc, c'est ça, ils ont pris la décision d'autoriser le projet d'installation de gestion de déchets. C'est tout près de la surface de Chalk River. Mais Chalk River, c'est pas en Ontario, Sophie-Claude? Oui. Mais comment ça, la PNQL dénonce ça? C'est une bonne question, mais je pense que c'est le fait que ce serait construit en Ontario, le déversement, dans le fond, des matières radioactives, ça va aller dans la rivière Outaouais. Ouais. Le lien, justement, qu'on a fait un peu plus tôt avec Gilbert, oui. Avec notre premier invité, c'est ça. Donc, c'est pourquoi, dans le communiqué qui nous a été transmis, c'est pourquoi le chef de la PNQL, Ghislain Picard, décriait cette situation-là. Donc, ça soulèverait vraiment des préoccupations environnementales pour plusieurs communautés au Québec, même si cela a lieu en Ontario. Parlant de droits ancestraux, parce qu'il y a une question de droit ancestral, est-ce qu'on a bien consulté les Anishinabés relativement aux impacts environnementaux de Chalk River? Puis les impacts environnementaux, rappelons-nous que la rivière des Outaouais coule après ça en territoire Kanen'gaga, puis en territoire Wabanaki par le fleuve, en territoire Atikamekw, en territoire Innu. Donc, il y aurait sûrement beaucoup de questions à poser là. Une autre question de droits ancestraux puis de manque à la consultation, Nordvolt. On le sait, il y a eu la grosse usine qui est annoncée dans le bout de Belleuil et sur des terrains qui étaient abandonnés depuis longtemps puis qui étaient devenus des milieux humides. Dernièrement, je pense que c'est hier ou avant-hier, les Kanen'gaga de Kahnawake ont décidé de porter ça devant les tribunaux parce qu'ils n'ont même pas été consultés et c'est sur leur territoire ancestral. Oui, une consultation serait comme le minimum là, à avoir, on dirait. Là. En tout cas, on va suivre ça de près. Là aussi, il y a un rapport qui vient de sortir qu'il y aurait 3 fois plus de troubles neurocognitifs chez les Autochtones d'ici 2050. Donc, le nombre d'Autochtones vivant avec un trouble neurocognitif passerait de 10 800 à 40 300 d'ici les 30 prochaines années. Donc ça, c'est un rapport de la Société Alzheimer du Canada. Donc, c'est le nombre croissant d'Autochtones âgés, les disparités en matière de santé, les inégalités sociales. Les effets du colonialisme, on va se le dire aussi. Là, le stress, les effets intergénérationnels des pensionnats, plein d'éléments comme ça. Puis on sait aussi, la science nous l'a démontré, que les traumatismes sont transmis au point de vue social, mais aussi au point de vue génétique. Malheureusement, oui. Notre résilience est transmise aussi, mais malheureusement, les traumatismes et le négatif aussi. Et donc, on va regarder ça. Donc, ça va falloir la peine de prendre notre santé bien en main. Juste une petite nouvelle belle fun. Ouais. Les Dakota Ojibwe Tribal Council cherchent des voice actors pour Star Wars. Star Wars, ça ce serait tellement le fun. J'espère vraiment qu'il va y avoir des Ojibwe que je vais connaître, qui vont prendre part au projet. Donc, parce que c'est quoi cette nouvelle-là? Si je comprends bien, Star Wars The New Hope va être traduit en Ojikri.
Exactement. Donc, c'est vraiment une grosse nouvelle là, d'avoir on est des grands fans de Star Wars, mais c'est vraiment, ça va être en Ojibwe, en Anishinaabe-Mowin. Ah oui, ici, les deux animateurs sont des grands fans de Star Wars. Oui. Hey, c'est bien fun aujourd'hui. Toujours un plaisir, Miigwech. Alexis. Oui, merci. C'était avec Sophie-Claude Miller et Alexis Wawanaloat, Mathieu Tessier à la régie, Claire Guérin à la recherche et Sylvestre Déter aussi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye.